Charlotte Belaïch, Olivier Perrault, bonjour. Bonjour. Nous vous retrouvons pour cette deuxième émission consacrée à La Meute, votre livre enquête sur la France insoumise. Chez Flammarion, c'est le succès en ce moment dans les librairies. Et là, je voudrais parler pour cette deuxième partie plus du fond, de l'idéologie qui a bougé autour de Jean-Luc Mélenchon et de son rapport au pouvoir. En 2017, au soir du premier tour, il est persuadé qu'il va être qualifié et qu'il va être président en battant Le Pen. Et ça ne se passe pas. Mais ensuite, on a l'impression qu'il perd cette idée d'arriver au pouvoir. Plusieurs témoins disent, en fait, il veut être Jean Jaurès, qui est une grande figure mais qui n'a jamais gouverné, plutôt que Léon Blum. Quel est votre sentiment là-dessus ? Jean-Luc Mélenchon, il aime bien répéter qu'il est un homme de circonstance. Et c'est vrai qu'on a récemment célébré les 20 ans du non au référendum européen de 2005. Et quand il fait le film de sa vie, Jean-Luc Mélenchon, en 2022, quand il monte sur la scène dans le cirque d'hiver, il se rend compte que son pari, finalement, il est gagné. Donc il se rend compte qu'il a un plancher électoral, qui est plus ou moins le score de 2012, 12%, qui rassemble cette gauche radicale, cette gauche de rupture. Et ça ne bougera pas. On le voit dans les sondages aujourd'hui. Il est encore dans cet étiage qui est entre 10 et 15%. C'est le plafond de verre quand même, alors, cette radicalité. J'allais y venir justement. C'est son plancher. Il ne bougera pas. Mais il se rend compte aussi au fur et à mesure, Jean-Luc Mélenchon, de ses excès, de sa pratique interne du pouvoir, de ses interviews, de ses colères, de ses propos, notamment après le 7 octobre. Il se rend compte que son plafond de verre commence de plus en plus à baisser. Il y a un chiffre qui est très étonnant, c'est qu'en 2017, pour la présidentielle de 2017, tous les sondages qui testaient un duel avec Marine Le Pen au deuxième tour, il les gagnait tous. En 2022, les mêmes sondages qui le testaient dans un duel avec Marine Le Pen, il les perd tous. Et ça s'est aggravé depuis. Et oui. Mais la question que vous posez, c'est celle de sa volonté ou pas d'arriver au pouvoir. Et nous, on ne répond pas à cette question dans le livre. Beaucoup se la posent. Ses proches divergent sur le sujet. C'est quelqu'un de très contradictoire. Ce qu'on raconte dans le livre, c'est que c'est quelqu'un déjà qui a tout donné pour la politique, qui a négligé sa vie de famille. Il a une phrase que je trouve assez belle. Il dit « Je suis un angoissé de la vie, donc je me suis donné des raisons de vivre en ayant un combat politique total ». Donc il faut le lire d'abord comme ça. C'est quelqu'un qui s'est préparé en 2017, en 2022, à chaque fois. Son gouvernement, son cabinet, tout est prêt, il a tout imaginé. C'est quelqu'un qui se donne les moyens, encore aujourd'hui. Tu l'as dit, en 2022, on pense qu'il va arrêter et il nous dit « mais je suis un homme de circonstances » et les circonstances, il les crée. Ramène, bien sûr. Il les crée en éliminant la concurrence, etc. Et en même temps, il y a comme un refus d'obstacle. C'est comme s'il était son propre ennemi, puisqu'on constate un refus de fédérer, un refus de se recentrer qui lui permettrait de gagner. Il y a une thèse très intéressante, page 335, vers la fin du livre, où vous décrivez que c'est un révolutionnaire, bien entendu, mais cet homme qui nous vend la 6e République, vous dites qu'il est prisonnier, en fait, de la 5e. C'est essentiellement un homme de la 5e, Jean-Luc Mélenchon. Ça restera, d'ailleurs, je pense que les livres d'histoire diront de lui que ça restera un des plus grands hommes de gauche après Mitterrand de la 5e République. Sauf que lui, avec François Hollande, il sera dans ce trio-là. Sauf que lui n'aura jamais été au pouvoir, peut-être en 2027, on ne sait pas encore. Peut-être en 2032, parce que certains nous disent aujourd'hui qu'il y pense aussi. Mais en tout cas, oui, c'est essentiellement un homme de la 5e. Il a une dimension monarchique aussi. Il a une passion monarchique, on écrit dans le livre Jean-Luc Mélenchon. Il est l'un des rares, en 2012, un des rares candidats à l'élection présidentielle, je crois qu'Emmanuel Macron l'a fait, François Mitterrand en tout cas l'a fait, à se rendre dans la basilique à Saint-Denis pour mettre la main sur les gisants des rois de France. Donc voilà, il a une haute estime de lui-même, comme tout homme politique, mais il sait que la 5e République, c'est aussi l'histoire d'un homme et il veut s'inscrire dans ce modèle-là. Alors, pour faire sauter ce plafond de verre, il a une réflexion, la France est de droite, donc il faut aller chercher les abstentionnistes. Et les abstentionnistes, il veut les trouver dans les banlieues, notamment les banlieues de l'islam. Quand est-ce que s'opère cette mutation idéologique ? Alors, cette mutation, elle commence en 2017. Donc, il faut le rappeler, en 2017, ils sont très proches du deuxième tour, 600 000 voix. Ils regrettent, Éric Coquerel, il n'arrive pas à avaler l'échec, quoi. Et Éric Coquerel lui dit, ces voix, donc Éric Coquerel qui vient d'être élu député en Seine-Saint-Denis, il lui dit, ces voix, c'est chez les abstentionnistes dans les quartiers populaires qu'il faut aller les chercher. Et progressivement, Jean-Luc Mélenchon va réorienter sa stratégie, puisque jusque-là, il était sur une ligne qu'on qualifiait de populiste, donc tout l'inverse. Il voulait récupérer ce qu'il appelait les fâchés pas fachos, donc les électeurs qui pouvaient être tentés par le RN, mais qu'il ne considérait pas comme étant raciste. Il y a un autre événement qui, selon moi, est important, c'est les Gilets jaunes. À ce moment-là, c'est l'étincelle que Jean-Luc Mélenchon attendait, mais il se rend compte qu'il n'arrive pas à canaliser ce mouvement. Au départ, il est contre d'ailleurs. Moi, il m'avait dit c'est des poujadistes. Et puis finalement, il les soutient, mais il ne le sent pas. Mais il n'arrive pas à les récupérer. Et donc, je pense qu'il se dit que finalement, cette France, donc on va appeler la France périphérique,
elle est irrécupérable. Et c'est là qu'il va complètement réorienter sa stratégie. Il a eu un avant-goût en 2012 lors des législatives de cette France entre guillemets rurale, parce que quand il est candidat face à Marine Le Pen à Hénin-Beaumont, il n'y arrive pas. Il n'y arrive pas. Les gogoles, vous décrivez des propos terribles sur les gens du Voilà, il a des propos d'une violence terrible envers les gens de Hénin-Beaumont. Lui-même dit qu'il souffre pendant cette campagne, ne veut plus jamais y retourner. D'ailleurs, il sera candidat à Marseille aux législatives de 2017. Donc voilà, il ne veut pas essayer d'aller les convaincre. Il ne veut plus aller essayer de les convaincre, ces gens-là. Quelle est l'influence sur cette mutation de Danielle Obono ? Vous décrivez son engagement dans un organisme qui s'appelle Socialisme par en bas, inspiré d'un mouvement anglo-saxon. Elle a participé aussi de cette évolution. Ce qui est étonnant, c'est qu'elle intègre, donc c'est une trotskiste, elle intègre vraiment la France insoumise avant finalement la mutation de Jean-Luc Mélenchon. Et Jean-Luc Mélenchon s'en méfie beaucoup avant 2017. Il s'en méfie beaucoup. Mais comme Charlotte vient de le raconter, il y a cette bascule et aller chercher ces 600 000 voix pour accéder au second tour. Donc finalement, elle, à ce moment-là, Danielle Obono va revenir dans un cercle rapproché autour de Jean-Luc Mélenchon avec d'autres. On cite notamment Tahabouaf qui a cette expression. On les a mangés. Ils ont gagné une bataille culturelle en fait au sein de Jean-Luc Mélenchon. Mohamed Mélenchon. Voilà. Et donc ils ont gagné cette. Mais sur un constat d'ailleurs qui est essentialisant pour les personnes des quartiers populaires. Jean-Luc Mélenchon considère, et en tout cas ses stratèges considèrent que les gens, les personnes, les Français des quartiers populaires voteraient en canon pour lui parce qu'il ne parlerait que de sujets identitaires, de voile, etc. Alors que non, ils ont des problèmes aussi sociaux comme les gens d'Hénin-Beaumont. C'est irréversible ça ? Parce que sur la Baïa, par exemple, vous montrez qu'à un moment donné, il tient des propos... alors justement, donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le changement stratégique, il s'accompagne d'un changement de discours sur les questions de laïcité. Voilà. Donc Jean-Luc Mélenchon, il faut le rappeler, c'est un homme qui était connu, ultra laïcard, anticlérical, revendiqué comme tel. C'est un homme qui en 2010 pouvait encore dire que le voile était un signe de soumission patriarcale, que les femmes qu'il portait allaient au devant de leur propre stigmatisation. C'est quelqu'un qui avait des mots très durs, qui était jugé très dur, y compris par la gauche, et aujourd'hui qui a complètement changé de position. Mais dans le livre, on raconte notamment un échange où il y a une insoumise qui envoie une proposition de tribune qui appelle à remettre en cause la loi de 2004 sur le voile. Et il dit nous ne signons pas, ce n'est pas la position historique du mouvement. Cet échange ne sort pas de la boucle, il ne faut pas que la presse la prenne, sinon je ferme la boucle. Il y a un scrupule, donc on voit qu'il y a un malaise. Et nous, du coup, la question qu'on pose... C'est un échange de 2023 d'ailleurs. Ça date de 2023. Ouais. Et donc ça pose la question de sa sincérité. Oui. De la même manière, malaise par rapport à l'antisémitisme. Vous dites il n'hésite plus à cultiver l'ambiguïté sur ce sujet-là. Et vous parlez, page 323 pour Mélenchon, de sa dieudonisation. C'est-à-dire il se sent tellement blessé quand on le dit il est antisémite qu'il s'enferme encore plus dans sa position. Alors ça, c'est l'analyse d'Alexis Corbière, du député Alexis Corbière, qui, pour lui, qui voit une étape en 2018 dans la marche en l'hommage de Mireille Knoll. À l'époque, les Insoumis y vont et ils sont, c'est vrai, violemment attaqués, violemment pris à partie, on les insulte dans la manifestation. Jean-Luc Mélenchon et les Insoumis en parlent souvent, c'est vraiment un événement traumatique pour eux. Et l'analyse d'Alexis Corbière, c'est qu'à partir de là, il va intégrer l'idée, il va, si vous voulez, accepter l'idée que pour une partie des Juifs français, il est devenu un ennemi. Et il va devenir cet ennemi, il va accepter la caricature qui est faite de lui. Et un an après, c'est novembre 2019, la manifestation du CCIF. Il y a eu récemment l'affaire Hanouna, l'affaire de l'affiche Hanouna. On retrouve aussi Chikirou et ses collaborateurs autour de cela. Vraie maladresse, vraie boulette ou au contraire preuve de cette évolution ? Ça raconte beaucoup de choses. La première chose que ça raconte, c'est que Sophia Chikirou, comme vous pouvez le dire aussi auparavant, c'est que Sophia Chikirou a un rôle à part entière, elle est un peu entre guillemets hors de contrôle et cette communication elle est faite par l'un de ses plus proches, Bastien Parizeau, et ça raconte aussi ce manque de culture politique sur la question de l'antisémitisme. Aujourd'hui, Jean-Luc Mélenchon, pendant très longtemps, a quand même une culture politique, il sait très bien ce que signifie ce genre d'image. Les personnalités qu'il a purgées, comme Alexis Corbière, ont cette culture, etc. Mais aujourd'hui, qui reste-t-il au sein de la France Insoumise ? C'est une jeune garde qui, visiblement, en tout cas, c'est l'excuse qui a été trouvée, n'a pas cette culture. Et donc,
ça a participé finalement à nourrir ce que Charlotte expliquait justement de cette culture d'assumer d'être l'ennemi. Quel est le rôle Allez-y, il me semble que sur la caricature, il y a quand même un avant et un après. Oui. Pour la première fois, y compris des députés admettent une gêne, parce que là, on est vraiment sur une récupération d'un imaginaire d'extrême droite. Donc là, il y a vraiment quelque chose qui marche plus. Et on a appris ensuite qu'ils avaient d'ailleurs les députés ont une formation sur l'antisémitisme. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont voulu la garder secrète. Ce qui montre encore une fois un certain malaise. Quel est le rôle de Rima Hassan dans cette évolution idéologique Rima Hassan, elle est très proche de Taha Bouaf, de David Guerrero, etc. Et finalement, elle est l'égérie, elle incarne justement ce virage idéologique opéré après 2017. Elle a été vraiment mise sur un piédestal pendant la campagne européenne de 2019, à tel point qu'à un moment donné, Manon Aubry, qui était la tête de liste, a été totalement... C'était elle la vraie chef de file, c'était Rima Hassan. Complètement. À un moment donné, il voulait la mettre beaucoup plus haut dans la liste. Manon Aubry, à un moment donné, a eu peur qu'elle soit tête de liste, etc. Ça a été la vraie vedette, finalement, de la campagne. Demeure au Parlement européen. Alors, ça c'est un peu... voilà, au Parlement européen, mais on la voit moins dans les mouvements nationaux, parce que aussi à la France Insoumise, ils se rendent compte qu'elle est capable de propos des plus polémiques qui les mettent mal à l'aise et qui renouvellent justement le procès qu'il aurait fait. Mais qui ne seront pour autant jamais désapprouvés. Jamais. Dans cette évolution idéologique, il y a la présence étrange à l'anniversaire d'Éric Zemmour. Décrivez cette scène. Qu'est-ce qu'il faisait là ? Mais ça se passe en 2008 et c'est une série d'événements qui est assez étonnante, parce que après le référendum de non 2025, du non au référendum européen de 2005, Jean-Luc Mélenchon prépare sa sortie du Parti Socialiste. Il se rend compte qu'il n'y a plus rien à faire au Parti Socialiste, etc. Mais il est face à un Himalaya, parce que ça reste un vieux parti encore très puissant. On le verra après 2012. Ils ont toutes les régions et la présidence, etc. Et une majorité à l'Assemblée nationale. C'est un Himalaya. Donc, il doit l'affaiblir. Et pour l'affaiblir, il va partir d'une théorie qui est assez simple en politique. Les ennemis de mes ennemis sont mes amis. Donc, il va se rapprocher de personnalités telles Patrick Buisson. On révèle un mail, notamment un échange de mails où les deux hommes se rencontrent près de l'Assemblée nationale et fomentent un pacte qui ne dit pas son nom pour affaiblir le Parti Socialiste, et avec Nicolas Sarkozy, puisque Patrick Buisson est conseiller de Nicolas Sarkozy ou pas encore à l'époque. Et puis il se rapproche d'Éric Zemmour, va à son anniversaire, et puis c'est un anniversaire très napoléonien, etc. Donc vraiment, voilà. En un mot pour finir, il y aura un héritier à Mélenchon, ou après Mélenchon c'est fini ? C'est toute la question. En tout cas, il leur facilite pas la tâche, si vous voulez. Comme il exclut les gens qui sont en âge de lui succéder, là, on l'a vu avec Alexis Corbière, la question se pose de son héritage, et il y a beaucoup de gens qui se disent que finalement, le mouvement ne lui survivra pas. Charlotte Belaïch, Olivier Perroux, La Meute, le livre à lire en ce printemps, mais aussi peut-être aussi pendant les vacances. Merci, bonne journée. Merci.